Rebonjour à toutes et à tous et soyez de nouveau les bienvenus pour la suite de nos tête-à-tête placés, je le rappelle, sous le signe de la conquête de l'invisible en cette fin d'après-midi. Alors, plutôt devrais-je dire de l'espace au regard des recherches menées par notre prochaine invitée, Astrid Dufort. Astrid, bonjour. Bonjour Olivier. Bonjour à tous. Merci beaucoup d'avoir répondu à l'invitation de la Cité. Je le rappelle, comme vos prédécesseurs, vous êtes doctorante à l'Institut Fresnel. Et comme je le suggérais à l'instant, vous, c'est plutôt vers le cosmos que votre regard s'est porté, puisque vous tentez de percer le mystère des astéroïdes, c'est bien ça? Tout à fait, c'est ça. Alors, j'ai pas forcément un background, comme on dit, en astrophysique, mais pour autant, ça ne m'a pas empêché de regarder un peu les étoiles pendant ma thèse. Eh ben, c'est justement ce qu'on va pouvoir découvrir maintenant. Pour commencer, avant d'entrer peut-être un petit peu plus avant dans votre présentation, est-ce que vous pourriez nous en dire un petit peu plus sur la nature de ces corps célestes? Tout à fait. Alors, moi, je vais étudier les petits corps célestes. Donc, ça englobe en fait les astéroïdes et les comètes que vous connaissez à peu près tous. Et donc, je vais parler plutôt des astéroïdes parce que c'est les astéroïdes en particulier que j'ai étudiés, enfin un en particulier, je vous en parlerai plus tard. Et donc, ce qui m'intéresse de savoir, c'est de quoi sont composés les astéroïdes. On a déjà quelques idées là-dessus. Okay, là, je vais vous parler de 3 types d'astéroïdes. Il y en a beaucoup, des types d'astéroïdes, des classifications qui sont différentes parce que les astrophysiciens sont pas tous d'accord. Lui, il va dire que non, faut plutôt regarder ça. Un tel, il va dire non, non, je suis pas d'accord, on va regarder autre chose. Mais bon, on s'accorde plus ou moins tous pour dire qu'il y a 3 catégories principales. Donc, les types S, moi, c'est ceux qui vont m'intéresser le plus. Ici, je vous présente Itokawa, donc qui est un astéroïde qui a été découvert par un japonais dont j'ai oublié le nom, je m'en excuse. Et donc, qui mesure 535 mètres. Et donc, cet astéroïde de type S, il va être principalement composé de silicates et de métaux. Bon, ça vous parle peut-être pas, mais voilà, retenez qu'ils ont tous des compositions un peu différentes. On a aussi les types C. Donc là, je vous donne un exemple de Ryugu. Donc, si vous voyez sur cette présentation, Itokawa faisait 500 mètres environ. Ryugu, c'est plutôt presque 200 km. Donc, ils peuvent avoir des formes vraiment très variées. Et des distances, ils peuvent vraiment avoir toutes les distances possibles. Donc Ryugu, je crois que pareil, ça a été découvert par les Japonais. Les Japonais sont très très forts en découverte spatiale. Et donc c'est un astéroïde de type C. Et ces astéroïdes-là sont plutôt composés de carbone et éventuellement de glace. Et le dernier type dont je veux vous parler, c'est les astéroïdes de type M. Ils sont très très rares et ils sont plutôt intéressants parce qu'ils sont composés principalement de métaux. Là, ici, les images que vous voyez sur les présentations, en fait, c'est les 2 premières. Ce sont des photographies qui ont été faites parce qu'il y a eu des missions spatiales. On a pu aller voir à quoi ressemblait l'astéroïde. Le dernier astéroïde que vous voyez, là, c'est une image tout floue. Ça, c'est ce qu'on peut faire avec des expériences depuis la Terre. Si on ne se déplace pas, on arrive à avoir ça. Et après, il y a des artistes de la NASA qui ont fait une jolie représentation. Mais ça, c'est un modèle, ça ressemble peut-être pas du tout à ça. Quelle technique on utilise communément pour étudier les astéroïdes? Voilà, alors, pour avoir ces informations-là, sur la composition, etc., ça a commencé vraiment, je dirais, dans les années 50, quelque chose comme ça, où on a pu, avec des télescopes vraiment très développés, comme il faut, On avait une antenne qui est sur Terre, on veut aller voir l'astéroïde, donc la distance entre l'antenne sur Terre et l'astéroïde qui est dans l'espace, elle est énorme. Mais pour autant, on va essayer d'envoyer une onde. Hop, on envoie une petite onde vers l'astéroïde. Cette onde nous revient. Elle a été changée, en fait, parce qu'elle a rencontré l'astéroïde. Donc, celle que je retrouve, c'est pas la même que celle que j'ai envoyée. Et suivant comment elle a changé, je peux dire, d'accord, elle était composée de silicates ou d'autres choses. Donc voilà, en fait, on obtient ce genre de courbe. Je vais pas aller dans le détail. Mais vous voyez que c'est des points, on a l'impression qu'ils ont été tracés à la main. En tout cas, ça n'a pas été fait par un ordinateur, ou en tout cas, pas très précisément. Et donc, ce que je veux vous faire comprendre en regardant ça, c'est qu'il y a énormément d'hypothèses qui sont faites, parce que là, on voit sur la première image, si la courbe, elle a cette espèce de montagne, ça ressemble à quelque chose qu'on connaît sur Terre, ça ressemble à du silicate. On va dire que, vu que les courbes se ressemblent, on va dire que c'est ça. Mais c'est vraiment pas souvent le cas. Enfin, pas souvent le cas. En tout cas, ça peut ne pas être le cas. Et donc, on a besoin de développer d'autres méthodes. Alors justement, quel type de méthode vous utilisez pour étudier la composition? Puisque si je comprends bien,
généralement, ce qu'on est capable de vraiment percevoir avec des techniques traditionnelles ou qui remontent à un certain temps, c'est plutôt la surface des astéroïdes. On peut émettre des hypothèses sur leur composition, mais c'est un peu au doigt mouillé, si vous me passez l'expression. Pour rentrer vraiment dans le cœur de l'astéroïde, on s'y prend comment? Alors, justement, pour avoir des infos sur la surface, je vais refaire un tout petit pas en arrière, juste sur la surface, parce qu'il y a eu des missions spatiales qui sont très importantes de mentionner. Donc, par exemple, la première qui a été faite, c'est Near Shoemaker par la NASA. Donc, elle a été lancée en 96. Et donc, elle est allée voir l'astéroïde Eros en 2001. Ensuite, ça a été un succès phénoménal. On a eu super photos de l'astéroïde, de la surface en tout cas de l'astéroïde. Donc, il y a eu d'autres missions. Hayabusa, je vous parlais des Japonais qui sont très très forts. C'est surtout les deux missions Hayabusa 1 et Hayabusa 2 qui sont allés voir dans un premier temps Itokawa, et Hayabusa 2, c'était Ryugu. Et donc, encore une fois, ils ont eu plein d'infos sur la surface. Ensuite, Psyché, donc ça, elle est partie en 2023. On n'a pas encore les résultats, elle n'est pas arrivée. Mais pareil, on va avoir des infos sur la surface. Et donc, comme disait Olivier, comment on fait pour avoir des informations sur l'intérieur de l'astéroïde? Parce que la surface, c'est super, mais si on pouvait savoir ce qu'il y a dedans, c'est encore mieux. Et donc, en fait, on va utiliser des ondes. Ce seront des ondes radar. Alors, ça va peut-être vous faire peur, mais commençons par voir, vous connaissez tous les rayons X. Vous connaissez tous comment ça marche une échographie. C'est-à-dire que les rayons vont traverser le corps humain, ils vont revenir ou être transmis, et en fait, on arrive à détecter, par exemple, dans le cas du rayon X, c'est les os, on voit les os parce que les rayons X sont stoppés par l'os et pas par la peau, donc on arrive à voir les os. L'échographie, ça marche un peu pareil, sauf que c'est des ondes acoustiques, donc c'est un peu différent. Et donc moi, je ne vais pas utiliser ça. Bon, je vous ai mis le spectre, peut-être n'en ayez pas peur, c'était juste pour vous montrer. Moi, ça, c'est étonnant par contre. Oui, tout à fait. Parce que j'utilise les micro-ondes. Ok ? Donc ça va marcher globalement pareil que l'échographie ou que les rayons X. Les micro-ondes, elles vont venir traverser mon astéroïde et je vais pouvoir avoir des informations grâce à ça. Donc le radar micro-ondes, je vous refais une petite image pour que vous compreniez bien. On a une antenne, on envoie l'onde. Elle va d'abord se réfléchir contre la surface. Je reçois cette première information. Super. Maintenant, si j'ai un trou à l'intérieur de mon astéroïde, l'onde, elle continue, même s'il n'y a pas de trou. L'onde, elle va aussi traverser le corps, comme une radio, les rayons X vous traversent la peau. Et donc, elle va rencontrer une autre interface. Et donc, ça va faire réfléchir cette deuxième onde, ce deuxième écho, que je vais aussi recevoir. Et en fait, en collectant toutes ces informations, j'ai remis le petit poulet dans le micro-ondes, et ben on peut obtenir les informations sur l'intérieur, justement sur le trou là. Ça, c'est la prochaine. C'est la prochaine mission à laquelle, normalement, d'une certaine manière, vous allez être associé. Oui. C'est une mission d'observation aussi, donc c'est la mission ERA. Oui. Si je suis ce qui est écrit, départ 2024, rendez-vous en 2026. Vous allez intervenir à quel moment dans tout ce processus-là? Alors, je parle de cette mission ERA justement parce que c'est la prochaine en date, comme vous disiez Olivier. Et c'est surtout qu'ici, avec cette mission-là, on va vraiment envoyer un radar. Ça va être la deuxième mission où c'est le cas. On a eu déjà la première mission Rosetta. Peut-être que vous en avez entendu parler il y a quelques années où il y a eu un petit problème avec le petit robot qui devait atterrir sur c'était la comète Chury. Et donc, ce sera la deuxième, celle-ci, avec un radar à l'intérieur. Et donc, ce qu'on va étudier avec cette mission, c'est l'astéroïde Didymos. En fait, Didymos, il y a deux parties. Il y a, comme la Terre et la Lune, en fait, il y a l'astéroïde principal et il y a la Lune de l'astéroïde. Et donc, moi, j'interviens ici, en fait, pour aller voir l'intérieur de l'astéroïde, est-ce que vous pensez que, ok, on va lancer une mission spatiale, on va lancer les rayons et on verra bien ce qu'on aura? Ouais, non, on est d'accord. Sur des missions qui valent des milliards et des milliards d'euros, on va peut-être pas y aller petit bonheur la chance en croisant les doigts pour avoir des résultats intéressants. Donc l'idée, c'est d'anticiper les résultats. Et pour les anticiper, nous, ce qu'on aime bien faire, c'est faire des expériences qui vont être équivalentes à celles qu'il y a dans l'espace, mais ici sur Terre. Donc, bon, là, je vous montrerai un petit peu le radar dans le détail. Je ne sais pas si c'est très important ici. En tout cas, le radar qu'on utilise, qui sera dans ERA, c'est Juventas ici. Ça, c'est pour votre culture. Et donc, les expériences sur Terre, comment je les fais? Donc moi, je vais étudier Itokawa, donc l'astéroïde qui a été visité par
par JAXA avec la mission Hayabusa, pardon. Et donc, cet astéroïde Itokawa, on va en faire une maquette. Donc l'astéroïde, il fait 535 mètres. Nous, on va réduire sa taille parce que 535 mètres dans un laboratoire, c'est pas pensable. Donc on réduit la taille. Là, en fait, on a une maquette qui est imprimée en 3D, tout simplement. On réduit la taille, il fait 20 cm à peu près, et on va pouvoir faire des expériences là-dessus. Et en fait, ce qui est important de retenir, c'est que je fasse des expériences dans l'espace avec un astéroïde de 500 mètres, je peux trouver une expérience équivalente avec un astéroïde plus petit, juste en changeant l'échelle. Donc le phénomène va être le même sur Terre que dans l'espace, pour peu que je sois dans les bonnes conditions, évidemment. Justement, comment vous allez vous y prendre pour réduire l'échelle et obtenir des résultats qui puissent être analogues d'une certaine manière? Eh ben, donc justement, en fait, on va simplement diviser par un nombre, finalement, la taille et la fréquence du radar. Donc, on va se placer dans une... Ce qui est important, c'est de se placer dans une chambre anéchoïque. Alors, peut-être que ça vous dit rien, et c'est tout à fait normal. Une chambre anéchoïque, c'est une pièce dans laquelle il y a des cônes de mousse partout sur les murs. En fait, c'est pour éviter que, par exemple, là, ma voix, elle va se répercuter contre les murs, vous allez l'entendre un peu de tous les côtés. Et bien, si on met des mousses partout, le son, les ondes vont être absorbées, et en fait, ça donne un environnement similaire à ce qui se passe dans l'espace, c'est-à-dire que dans l'espace, les ondes, elles nous reviennent pas, il n'y a rien, elles s'en vont et point final, sauf s'il y a un astéroïde ou autre chose. Donc on se place dans cette chambre anéchoïque avec nos antennes et l'analogue de notre maquette là, on la pose au milieu et on va faire des mesures tout autour. Et donc on récupère cette onde qui est réfléchie par l'astéroïde tout autour de l'astéroïde. Alors pour faire ça, vous allez voir, c'est très très simple. Pardon, hop. Vous connaissez tous la fonction de Green, évidemment. Ouais, ça tombe sous le sens. Là, voilà. Ouais. Donc, non, évidemment que non. Il y a une faute. Oui, vous avez raison. C'est bien ce qui me semblait aussi. Je vois que le public est attentif. Évidemment, personne ne connaît cette fonction. C'est une fonction barbare que même moi, quand je la vois, elle me fait peur. Ce que vous devez retenir, c'est que quand l'expérience, j'ai mon antenne, j'ai mon analogue. L'onde, elle va de l'antenne vers l'analogue et elle me revient. Donc moi, ce que j'ai, c'est l'information au niveau de l'antenne, dans la zone de l'antenne. Je veux l'information dans la zone de l'astéroïde. Et donc cette fonction de Green barbare, elle me sert à passer de l'un à l'autre, si vous voulez. Et donc de cette façon, en multipliant la fonction de Green par l'onde que j'ai, je reviens simplement dans la zone de l'astéroïde et j'ai les informations de l'astéroïde. Et donc, le genre de résultat qu'on peut obtenir, c'est ça. Alors, ici, vous avez 6 images. C'est parce que, en fait, j'ai 2 analogues. J'ai 2 modèles. J'en ai un qui est complètement homogène et j'en ai un, il y a un trou à l'intérieur. Parce que moi, je veux voir le trou. Donc, il faut que j'ai les deux pour voir si je suis capable de voir le trou. Donc, les images d'en haut, c'est sans le trou. Les images d'en bas, c'est avec le trou. Puis après, vous avez juste les 3 plans, comme ça, voilà. Mais regardez peut-être que les 2 premières à gauche, ça suffit. Vous allez me dire, dis donc, Astrid, elles sont vraiment très très moches ces images. Vous avez raison. Mais ce qu'il faut garder en tête, c'est qu'on parle d'expériences équivalentes à des astéroïdes qui font 500 mètres, des fois des kilomètres, dans des conditions drastiques dans l'espace qu'on essaie de reproduire nous sur Terre. Donc évidemment, on a très peu de mesures. Et moi, je suis déjà très très contente de pouvoir voir. Vous voyez, c'est un peu plus jaune sur le contour, donc j'arrive à voir la forme externe. Et surtout, j'ai ce point jaune là sur les 3 images du bas qui m'indique qu'il y a bien un trou à l'intérieur. Donc vous allez me dire, oui, mais il n'est pas bien placé, il ne fait pas la bonne taille. C'est pas grave, on est déjà très content d'avoir ce genre d'image. Donc ça, voilà, ce sont des images de structure qui nous indiquent sur la forme. Et donc, on peut aller plus loin parce que moi, mon but, c'est d'avoir de la composition. Ça me donne pas la composition. Je vois la forme, ok, il y a un trou à l'intérieur, mais on ne sait pas ce que c'est réellement. Et donc pour ça, on fait quelque chose d'un peu plus poussé. En fait, je vais faire... Ok, je fais des mesures. Je sais que les mesures sont bonnes. Elles me donnent... Enfin, ces mesures ont été faites avec l'analogue. Je sais comment il est, etc. Maintenant, je vais repartir de zéro, mais tout en simulation. Je connais pas l'analogue, donc je vais dire, ok, peut-être que l'analogue, il est comme ça. Par exemple, ici, je dis qu'il est vert avec un trou jaune. Et je vais regarder quelle onde réfléchie j'aurais eu si j'avais utilisé cet analogue vert et jaune. Bon, je vois que les mesures ne correspondent pas à ce que moi j'ai fait. Donc je recommence mon processus. Ok, bah du coup il est peut-être bleu avec un trou rouge. Ok,
c'est plus près, mais c'est toujours pas ça. Et donc en fait, en itérant comme ça, on finit par trouver la bonne solution. Et dans ce cas-là, je peux avoir la composition. Parce que quand je vous ai dit rouge, là c'est des couleurs. Mais en fait, quand je disais rouge, ça veut dire que c'est peut-être du métal. Rouge, c'est peut-être du silice. Et en fait, comme ça, j'arrive à retrouver vraiment la composition de l'astéroïde. J'ai même des petits résultats à vous présenter. Vous allez me dire, ça ressemble pas du tout à un astéroïde, ça? Oui, parce qu'en fait, c'est des calculs tellement compliqués qu'il faut d'abord les tester sur des petits objets faciles. Donc là, c'est un cube de 20 mm. On essaie sur un objet tout facile, petit, et on arrive à voir... là, vous voyez des images bleues, ok. En fait, ça me donne des valeurs de permittivité. N'ayez pas peur de ce terme. En fait, la permittivité me permet de dire, ok, si j'ai une permittivité de 1,2, ça correspond au silice. Si j'ai une permittivité de 1,4, ça correspond à autre chose. Et donc, comme ça, j'arrive à obtenir la composition interne de l'astéroïde. Ça, c'est vraiment... Ben voilà, vous avez anticipé la question que j'allais vous poser. C'est une quête très honorable, très difficile, évidemment. Mais à quoi tout ça peut bien servir? Alors... moi, je vois 3 intérêts principaux. Le premier, c'est que si je connais la composition de l'astéroïde, ça veut dire que je sais d'où il vient, ça veut dire que je sais aussi d'où il va. Donc, le premier point, c'est de se dire, OK, je sais d'où il vient. Effectivement, si je vois qu'il y a de l'eau, par exemple, l'astéroïde, il n'a pas créé de l'eau de lui-même, il n'a pas créé de l'eau. Donc, ça veut dire qu'il est allé, à un moment donné, rencontrer un corps qui lui a fait récupérer cette eau. En fait, il s'est colisé contre je ne sais pas quoi qui avait de l'eau. Et en fait, comme ça, on arrive à retracer l'histoire de l'astéroïde. Parce qu'il a étalé, c'est-à-dire qu'il a tapé sur telle planète, donc je sais qu'il est passé par là à un moment donné. Ensuite, il y a une autre composition qu'on retrouve principalement sur tel autre endroit. Donc du coup, on sait qu'il est aussi passé par là. Et comme ça, on peut remonter à son histoire et en fait, tout simplement, en savoir plus sur l'évolution du système solaire. Ça, c'est un premier point. Ensuite, je vous ai dit qu'on sait où il va et potentiellement s'il nous arrive sur la tête. Et donc, justement, il y a une mission, peut-être vous en avez entendu parler récemment, la NASA a envoyé un vaisseau spatial, en fait, colisé contre un astéroïde. Il a donné une pichenette à l'astéroïde pour voir si on était capable de dévier sa trajectoire. La mission, elle s'appelle DART. Je ne sais pas si vous avez entendu parler. Je crois que ça a été un succès d'ailleurs, cette mission. C'est un succès, tout à fait. C'est un trop gros succès même. Ils ont vraiment très très bien réussi à dévier la trajectoire. Bon, les résultats sont encore en cours, hein, c'était assez récent. Et justement, la mission Hera dont je vous parlais, son objectif secondaire, c'est faire ce que je vous disais, de regarder un peu la structure de l'astéroïde, mais son objectif principal, c'est justement aller voir ce qui s'est passé avec la mission DART. Donc voilà, et donc du coup, si on sait qu'il nous arrive sur la tête, on va pouvoir anticiper un peu et faire en sorte qu'il n'arrive pas complètement sur la tête. Et le troisième point, c'est que voilà, certains sont intéressés, évidemment, il y a un aspect financier à tout ça. C'est-à-dire, justement, je vous parlais de ces astéroïdes très rares là, qui sont composés de métaux. Elon Musk s'en intéresse particulièrement parce que les métaux, ça veut dire des sous. Et donc, on est la SpaceX, là, la NASA aussi ont commencé, je crois, à développer des systèmes pour miner les astéroïdes, tout simplement. Petit à petit, on se rapproche de Don't Look Up, hein, quand même. Hein, c'est pas... oui, Don't Look Up, ce n'est pas, c'est pas aberrant. Hein, La réalité rattrape une fois de plus. Tout à fait, tout à fait. Très bien. Est-ce que vous avez des questions à poser à Astrid au sujet de ses travaux? Non. Écoutez, Astrid, je crois qu'on est arrivé au bout. Très bien. De vos explications. Merci beaucoup. Je ne doute pas une seule seconde du fait que vos travaux vont stimuler l'imagination des milliardaires. Sans doute pas. De la tech ou autre, hein, évidemment. En tout cas, merci beaucoup. Merci à vous.